toutes et à tous. C'est vrai que l'horaire est matinal et le rythme va être serré, mais vous en avez l'habitude. Et pour cette séance inaugurale, je vais tout de suite passer la parole, s'il le veut bien, au président de la Mission laïque française et de l'OSUI, Yves Aubin de la Messusière. Madame la première adjointe au maire de Dijon, messieurs les recteurs, mesdames et messieurs les inspecteurs d'académie, mesdames les directrices, messieurs les directeurs, chers membres du bureau de la mission laïque, chers intervenants et partenaires, et enfin, chers tous, chers congressistes, venus, comme je le vois, nombreux. Donc j'ai beaucoup de plaisir à vous accueillir au congrès annuel de la mission laïque française, ici, à Dijon. Ce moment de réflexion et d'anticipation est conforme à la nature d'une association comme la nôtre qui s'attache à revenir régulièrement sur ses fondamentaux, à interroger sa raison d'être et à mobiliser tous ceux qui acceptent de la servir. Le développement de l'enseignement français dans le monde est notre raison d'être depuis bientôt 113 ans. Le diplomate que je n'ai cessé d'être, c'est combien nos réseaux éducatifs et culturels contribuent à façonner l'image de la France dans le monde. Grâce à sa culture et sa langue, servie par ce que le directeur général, c'est sa formule, une diplomatie de la séduction, la France occupe encore une grande place dans le monde. À sa façon, l'école française à l'étranger n'est pas en reste. Elle forme des générations qui transmettent notre langue et notre culture et propagent nos idéaux. Et quand je dis propagent notre langue, bien entendu, c'est cette langue que nous avons en partage avec les pays francophones dans lesquels nous sommes, avec l'AEFE, l'opérateur public, très largement installé. Donc le message culturel crée ce qu'on peut appeler la magie française, d'un moment qu'il faut sans cesse réinventer. Que ces réseaux culturels et éducatifs s'affaiblissent et le rayonnement de la France s'amoindrira. Qu'il se renforce et notre rayonnement sera plus grand, plus admiré et aussi, il faut le dire, plus envié. Chère Anne Griot, c'est votre responsabilité actuelle que j'avais assumée il y a pas mal d'années, partiellement, que je décris, et vous l'incarnez ainsi. Votre présence aux côtés de la mission laïque, encore aujourd'hui, montre que nous nous comprenons bien. Et je vous serai reconnaissant de transmettre à la directrice générale de la mondialisation et des partenariats, Anne-Marie Descottes, nos sentiments de considération, parce que nous avons reçu un message de grande sympathie et d'encouragement pour le congrès. Alors le congrès de Dijon est singulier à plusieurs titres. Par sa géographie, son thème et par la méthode qui a prévalu pour le préparer, il délivre un message clair. L'avenir de l'enseignement français à l'étranger doit être renforcé par les partenariats locaux et nationaux que lui procure l'accès aux ressources, la solidarité des réseaux et l'intelligence collective. Madame la première adjointe, vous nous faites l'honneur d'ouvrir nos travaux, puis de nous accueillir ce soir pour un moment de convivialité dans la tradition dijonnaise et bourguignonne. Nous vous en sommes très reconnaissants. Nous sommes heureux d'installer notre congrès pour quelques jours en région pour la deuxième fois de notre histoire. Plusieurs décennies de lois de décentralisation ont appris à l'école de la République les bienfaits d'une alliance entre l'État et les territoires. La diversité y a gagné, l'unité n'en a pas souffert. Pour ces raisons et pour une efficacité accrue de notre instruction publique, le mouvement ne s'arrêtera pas là. La loi a donné aux villes et aux territoires la capacité de conduire une forme de diplomatie et de coopération, projetant à l'extérieur le dynamisme local et partant amplifiant l'influence de notre pays. Nous devons convaincre ensemble les élus et la société civile que l'éducation, l'un des plus grands messages citoyens, s'installe au centre de cette coopération internationale. La mission laïque est accueillie à Dijon par l'une de ces 4 académies
partenaires, les 3 autres étant celles de Poitiers, Paris et Reims. Aussi ai-je le plus grand plaisir à remercier le recteur Denis Rolland pour son accueil, et avec lui, monsieur le recteur de Reims, Philippe-Pierre Cabordin, et aussi, j'adresse un message à distance au recteur de Paris, François Weil, et au recteur de Poitiers, Jacques Moret, qui n'ont pu nous rejoindre et avec lesquels nous avons conclu là récemment des accords de partenariat. Messieurs les recteurs, l'enseignement français à l'étranger est partie intégrante du système éducatif national. Homologué, il est conforme, comme le souhaitent les usagers français et étrangers des pays d'accueil. La demande des familles, la concurrence étrangère qui s'avive en éducation détermine des adaptations nécessaires, une capacité à l'innovation qui se situe au cœur de notre projet pédagogique. En mettant à la disposition de nos réseaux des ressources humaines de grande qualité dont on sait qu'elles se raréfient, vous apportez une contribution précieuse au développement du réseau d'enseignement français à l'étranger. Nous avons la faiblesse de croire que vos cadres apprennent beaucoup dans les établissements scolaires à l'étranger, qu'il s'agisse de la mission laïque ou de l'opérateur public, l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger. Donc l'avenir de l'enseignement français à l'extérieur se fera avec vous. J'aurais voulu, mais je ne sais pas si Madame la directrice du numérique a pu nous rejoindre. Ah, elle va arriver. Problème, je crois, de train. Et donc, j'aurai à la saluer plus tard parce qu'elle a été la cheville ouvrière de la concertation nationale du numérique qui vient d'être conclue par le président de la République et la ministre de l'Éducation nationale. Donc, je reviens au thème de nos travaux, le numérique à l'école. Il y a eu Saragosse. Voici Dijon. 2 temps forts pour une évolution technologique incontournable. À Saragosse, nous avons voulu mesurer l'enjeu du numérique et en approcher les traductions concrètes pour nos établissements. Je laisserai à Jean-Christophe Debert, le directeur général, le soin de préciser l'objectif que nous désigne le Congrès. La lecture du programme me paraît avoir placé clairement le curseur du côté de la méthode et du concret, mais aussi, et ce que j'apprécie particulièrement, de la réflexion en convenance avec la nature même de notre association. Le numérique apportera-t-il quelque chose de plus à un humanisme dont nous sommes depuis des siècles les dépositaires, ou y substituera-t-il un post-humain encore à déchiffrer? Quel usage doit en faire l'école? Quelle révolution lui fera-t-il faire? Ce débat va être ouvert, il se poursuivra. Nous nous en faisons une obligation. La forme de l'humanisme que nous cultivons est résolument moderne et universelle et détermine les quelques questions suivantes. L'éducation avec le numérique peut-elle rendre nos établissements et nos professeurs des acteurs plus autonomes et plus créatifs? À quelles conditions renforcera-t-il le lien social? Et fera-t-il des jeunes des acteurs responsables de leur société, maîtres des langages de la modernité? Comment rendre l'enseignement français plus fort dans la concurrence internationale sans l'abattardir dans les modes et les facilités, tout en ne lui aliénant pas les jeunes qui ont parfois de notre culture et de notre langue une image stéréotypée d'exigence surannée. Le paysage de l'enseignement français à l'étranger a connu récemment un temps fort, en novembre 2014, lorsque, pour la première fois, les 2 ministres des Affaires étrangères et de l'Éducation nationale ont organisé une concertation interministérielle en présence de la directrice de l'AEFE, dont je salue le représentant, et du président de la mission laïque. Il en est sorti un relevé de conclusion qui est pour nous et pour vous tous une feuille de route pour les prochaines années. Il détermine, je dirais presque, parce que je suis de nature impatiente, enfin, les grandes orientations géostratégiques, les grandes priorités géographiques pour les prochaines années. Il détermine notamment de manière très claire aussi la nécessité de valoriser davantage les innovations pédagogiques dans le réseau étranger et à l'extérieur, je dis dans le grand réseau, dans l'ensemble du réseau, et qui souligne justement l'impératif
du renforcement de l'offre numérique. Au cours de cette concertation, j'ai insisté devant les ministres sur la nécessaire adaptation et modernisation des enseignements, notamment des langues étrangères, par une pédagogie davantage en contexte, plus particulièrement dans nos établissements, là où nous accueillons une très large majorité d'élèves étrangers. Certes, l'homologation délivrée par l'Éducation nationale doit rester la clé de voûte de l'enseignement français à l'étranger. Elle est la garantie pédagogique de la conformité des programmes et de la bonne gouvernance. Comprend qu'il y a une réflexion qui sera prochainement engagée sur la question de l'évolution de l'homologation. Bien entendu, la mission laïque souhaite y être étroitement associée. Enfin, c'est un appel que j'ai lancé au cours de cette concertation interministérielle. Je me suis exprimé à plusieurs reprises, notamment en Assemblée générale, pour une simplification des procédures d'homologation et détachement des personnels de l'Éducation nationale. Alors j'évoquerai pour finir la préparation de ce congrès. Nous avions compris que Saragosse avait retenu l'attention en dehors de notre réseau parce que la réflexion qu'il délivrait intéressait le débat hexagonal sur le numérique en éducation. Reflet de cette coopération féconde dont je parlais tout à l'heure, nous avons voulu accentuer le trait caractéristique de notre travail associatif qui n'a d'intérêt que parce qu'il sert l'intérêt général. Plusieurs réunions d'un comité de pilotage composé des 4 académies partenaires que j'ai citées, des établissements d'éducation nationale que sont le réseau Canopé, le Centre national d'enseignement à distance, l'École supérieure de l'éducation nationale, évidemment la direction numérique pour l'éducation au ministère de l'Éducation nationale. Donc, ensemble, on pensait, conçu avec nous ce congrès, de sorte qu'il nous soit utile et utile à l'École de la France. Nous vous en remercions. Et Madame la directrice, Messieurs les recteurs et directeurs, l'agenda qui nous est aujourd'hui proposé, ni hors temps, ni hors lieu, ni hors sujet. C'est le vôtre et c'est le nôtre. Le numérique est un défi. Il met nos écoles et nos lycées sur les pistes d'un avenir qui sera pour eux moins incertain et nous construisons pour eux un partenariat cohérent et solidaire. Je terminerai en rendant hommage aux chefs d'établissement, à l'ensemble des personnels d'encadrement qui ont choisi de servir la mission laïque française, de servir ses valeurs, ses principes, parfois dans des conditions difficiles, dans des zones de crise et dans des territoires lointains. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Président. Je vais passer la parole à Anne Griot, directrice de la coopération culturelle universitaire et de la recherche à la Direction générale de la mondialisation, du développement et des partenariats du ministère des Affaires étrangères et du développement international. C'est pas mal, hein? Ça lui donne le temps d'arriver au micro et nous avons le plaisir d'accueillir une grande amie de notre travail. Et je signale, mais Anne le fera aussi, que le 15 juin, nous renouvelons la convention entre le ministère des Affaires étrangères et la mission laïque française. La date en est arrêtée après un cycle de réflexion et d'actualisation de ce texte. Merci beaucoup, Jean-Christophe. C'est vrai qu'entre le titre du ministère qui évolue au gré des compétences, celui de la Direction générale de la mondialisation et le mien, c'est toujours presque un cauchemar pour les personnes qui nous présentent. Écoutez, en tout cas, Monsieur le Président, Madame la Première adjointe, Mesdames et Messieurs les recteurs, Mesdames et Messieurs les directeurs, chers amis, moi je voudrais vous dire combien je suis heureuse d'être là aujourd'hui à Dijon, grâce au maire de Dijon, grâce à vous, Madame la Première adjointe. Et je voudrais, Monsieur le Président, vous remercier pour votre invitation que je n'aurais absolument pas manqué. Parce que venir au congrès de la MLF, c'est devenu pour moi une habitude agréable, partager ce moment important dans la vie de votre association. Mais je n'ai pas pris le TGV à 6h du matin seulement par amitié, seulement par plaisir, seulement par intérêt pour des débats à la lecture du programme. Je sais qu'ils seront absolument passionnants et stimulants. Je l'ai fait aussi parce que le ministère des Affaires étrangères et du Développement international
se doit d'être là aujourd'hui à vos côtés, à l'occasion de ce rendez-vous annuel pour l'ensemble des personnels de la mission laïque française. Parce que c'est tout simplement l'occasion de vous dire à tous l'attachement, le prix que nous portons à ce partenariat avec la mission laïque, un partenariat qui est essentiel aux yeux du ministre, et il a eu l'occasion, Monsieur le Président, de vous le dire. L'MLF, c'est en effet un partenaire historique, privilégié, vous l'avez dit, 130 ans. Je crois que nos relations, au fil du temps, elles se sont approfondies dans la confiance, dans les échanges réguliers que nous avons, qui nous permettent aujourd'hui d'aborder l'ensemble des sujets. Et en tout cas, c'est ma perception. Bien évidemment, il peut nous arriver de ne pas toujours être d'accord, d'avoir un regard un peu différent, mais je crois que dans, je dirais, la confrontation de nos expériences, de nos points de vue, chacun à sa place, c'est toujours, je dirais, un résultat constructif qui sort de nos échanges. C'est en tout cas ma perception et je m'en réjouis. Et sachez qu'au ministère des Affaires étrangères, je ne suis pas la seule à porter, je dirais, cette appréciation tout à fait positive sur notre travail. Anne-Marie Descotes, directrice générale, a eu l'occasion de vous le rappeler dans le message qu'elle vous a adressé hier soir. Je sais qu'elle aurait eu à cœur d'être là aujourd'hui, mais elle est actuellement à Berlin, puisqu'elle est Sherpa pour la préparation du G7. Et cette proximité de vue, elle va se traduire très prochainement, Jean-Christophe Deberre a eu l'occasion de le dire, par la signature de la nouvelle convention que le ministère va conclure avec la mission laïque le 15 juin prochain, en présence de Matthias Fekl, secrétaire d'État chargé des Français de l'étranger, du commerce extérieur et du tourisme. Et ça se fera quelques jours avant un autre moment important pour la mission laïque, qui sera bien sûr son assemblée générale à la fin du mois de juin. Et cette convention, elle va finalement clore une année scolaire, si on prend ce calendrier qui nous est commun aujourd'hui, une année scolaire qui a été particulièrement dense et particulièrement importante pour l'enseignement français à l'étranger, et qui a notamment été marquée par la rencontre que vous avez évoquée, Monsieur le Président, entre le ministre des Affaires étrangères et la ministre de l'Éducation nationale. C'est vrai qu'ils se sont pour la première fois rencontrés. Je pense d'ailleurs que ça ne sera pas la dernière, tant les enjeux sont importants. Et ils ont fixé une feuille de route qui s'est nourrie des travaux et de la consultation que Mme Conway-Mouret avait, dans ses fonctions de ministre déléguée chargée des Français de l'étranger, initié d'ailleurs, Monsieur le Président, sur la base de travaux que vous aviez vous-même, quelque temps auparavant, déjà abordés sur l'enseignement français à l'étranger. Vous avez participé activement à la préparation de cette réunion et vous y avez tenu des propos forts qui, en tout cas, m'ont marqué. Je crois que la feuille de route, elle est simple, des priorités effectivement géostratégiques. Le ministre des Affaires étrangères a très clairement fait part, lui, de ses attentes, la capacité de répondre à la demande d'enseignement français ou à la française, la capacité à aller vers des terres de conquête, là où nous ne sommes pas encore très, très présents. Mais les deux ministres se sont aussi mis d'accord sur la méthode, en rappelant la centralité de ce que représentait le réseau scolaire homologué, un réseau qu'il fallait justement protéger et veiller à un développement harmonisé, maîtrisé, en tenant compte des contraintes, mais aussi de ce qui fait sa spécificité. Et puis, lors de cette rencontre, le ministre des Affaires étrangères a beaucoup insisté sur l'innovation. Innover pour rester compétitif, innover pour rester attractif. Il ne suffit pas seulement de dire que nous avons probablement le réseau le plus beau à l'étranger, encore faut-il le rester. Et c'est vrai qu'en la matière aujourd'hui, nous évoluons, comme dans beaucoup de domaines, dans un environnement qui est très concurrentiel. De nombreux acteurs rentrent, de nombreux pays ont aussi envie d'investir, pour des raisons qui leur sont propres, ce champ de la diplomatie dite d'influence culturelle.
Et je crois qu'il ne faut pas considérer notre place acquise, il faut la défendre avec détermination, engagement et justement en étant créatif et innovant. Et c'est vrai que parmi les voies de l'innovation, on pense bien évidemment à ce que peut apporter entre autres le numérique. Le numérique, c'est bien évidemment le fil conducteur de votre congrès l'année dernière à Saragosse. C'est aujourd'hui un fil conducteur que vous avez décidé de continuer à explorer sous un angle un peu nouveau, celui de la question de l'autonomie des élèves, de la citoyenneté. Et ces questions de citoyenneté, ces questions de responsabilité, quelle plus grande actualité qu'aujourd'hui. Je crois que les événements tragiques du mois de janvier à Paris, mais malheureusement l'actualité internationale quotidienne, nous font prendre la mesure d'une réalité qui est effectivement l'importance de cette éducation citoyenne. Le Premier ministre Manuel Valls a eu l'occasion de s'exprimer comme la ministre de l'Éducation nationale à plusieurs reprises, a demandé au réseau scolaire de s'emparer de ces problématiques et de s'en emparer dans un esprit de dialogue, de tolérance, mais aussi de fermeté. Fermeté sur les valeurs auxquelles nous tenions, fermeté notamment sur la laïcité. Et ce qui s'applique à notre réseau scolaire en France, nous en sommes aussi les porteurs à l'étranger. Et dans cette perspective, effectivement, le numérique, c'est un puissant levier pour aiguiser l'esprit critique de nos élèves, les appeler à la vigilance, les faire réfléchir. Mais encore faut-il être capable de leur transmettre une éducation au numérique, leur apprendre à utiliser le numérique et en faire bon usage pour effectivement être des citoyens de demain, libres, responsables. Et je dirais, c'est peut-être là ce qui est au cœur du projet éducatif porté par notre pays, un projet que vous tous, Mission laïque française, portez merveilleusement bien à l'étranger. Et je crois qu'il n'y a pas de meilleure réponse aujourd'hui au défi de la mondialisation que d'offrir à la jeunesse de demain, une éducation effectivement ouverte, tolérante et citoyenne. Donc merci à tous de votre engagement, merci de votre présence. Et je voudrais vous dire combien le ministère des Affaires étrangères non seulement continuera de vous soutenir, mais fier d'avoir la mission laïque comme partenaire depuis des années. Merci à tous et très bon travail. Merci Madame la directrice, chère Anne, et j'espère que vous resterez quelques heures avec nous, malgré... Monsieur le recteur, vous nous accueillez, donc nous sommes très très heureux de saluer au travers de votre engagement personnel dans cette coopération avec la mission laïque française le formidable travail qui a été fait avec vos équipes pour préparer ce congrès. Je le sais puisque je l'ai vécu personnellement. Et je salue aussi l'accueil toujours chaleureux et constructif que vous avez à notre égard, comme le recteur Philippe-Pierre Cabourdin de l'Académie de Reims, qui a accepté de se déplacer pour notre congrès, qui va y intervenir tout à l'heure. Et c'est le sens de ces 3 journées, de resserrer les liens avec les territoires académiques, la géographie de la France, qui est en France et à l'extérieur, c'est la même pour notre enseignement. Merci, monsieur le recteur. Alors, monsieur le président, monsieur le directeur, madame la première adjointe au maire de Dijon, chère Nathalie, madame la directrice, ministère des Affaires étrangères, mon cher collègue recteur de Reims, Philippe Pierre, monsieur aussi le représentant du rectorat de Paris, de représentant de la DGESCO. Je voudrais aussi honorer la présence à nos côtés du directeur de Canopé, Jean-Marc Mériot. Chers collègues, inspecteurs, proviseurs, enseignants, bienvenue à tous. Bienvenue ici à Dijon, bienvenue au cœur de la Bourgogne, carrefour entre l'Europe du Sud et cette Méditerranée qui est si chère à la mission laïque française, et l'Europe du Nord, une terre de transition
et de très grandes traditions mondialement connues, bien au-delà du vin et de la moutarde. Pour la première fois, la mission laïque française est accueillie en région par une académie. Alors, des remerciements à tous ceux qui, de l'Académie de Dijon et de la mission laïque française, ont construit cet accueil qui va nous réunir 3 jours. Bienvenue aussi dans une terre qui accompagne la modernité française partout dans le monde, comme le manifeste l'accord de septembre dernier entre la mission laïque française, l'Académie de Dijon et le réseau de Canopée, avec déjà son lot de missions, d'inspection, d'homologation, de formation, d'appariement, d'actions éducatives, de réflexions très avancées communes sur le numérique éducatif ou encore de participation commune au concours C'est ton droit. Bienvenue à votre organisation, la mission laïque française, qui demeure, j'en suis sûr, et je le souhaite, toujours adolescente, malgré ses 113 ans, ses 125 établissements, et qui cherche toujours, sous le double accompagnement du ministère des Affaires étrangères et de l'Éducation nationale, à s'adapter, à grandir, avec, par exemple, la prochaine réouverture de votre centre d'Abidjan, avec de grandes ambitions en Algérie, s'adapter à une présence française dynamique partout dans le monde, mobile, et qu'il faut accompagner au mieux. Alors bien sûr, l'historien que je suis, spécialisé en relations internationales, a du mal à ne pas parler de l'image de la France. L'image de la France, héritière des Lumières, héritière de la Révolution française, d'une culture qui s'est largement autoconstruite comme étant universaliste, mais en même temps d'un modèle français qui n'a cessé de se contracter depuis l'orée du siècle précédent. Je ne vais pas vous faire ici surtout de dolorisme. Je crois que c'est une époque qu'il faut dépasser. Je souhaiterais néanmoins réaffirmer combien, dans cette démarche, la présomption française doit être oubliée également. Le grand historien français Lucien Febvre, au début du siècle précédent, au milieu du siècle précédent, évoquait le culte planétaire de la Révolution française, de ce trésor, je cite, inépuisable d'aspirations nobles et généreuses, d'enthousiasme et de désintéressement, de courage et d'abnégation, de patriotisme et de souffrance pour le bien public, de solidarité et de justice. N'en jetez plus. Même si on entend encore de ci, de là, et pas nécessairement toujours des élites les plus modernes, que la France est encore un lieu où coule le fleuve de l'intelligence, même si on a encore cette réception-là, le jour où le président de la République est accueilli, premier président de la République française, à Cuba. Notre objectif aujourd'hui, y compris éducation nationale, c'est tourner la France vers l'avenir. Tout comme 25 ans de travail scientifique, personnel, sur le modèle français dans le monde, ou sur celle de la direction scientifique du CNRS, que j'ai abandonné pour devenir recteur. Mon expérience d'une 50aine de pays, des Amériques ou de l'Europe post-communiste, notamment mais pas exclusivement, tout cela me conduit, et je pense nous conduit, à beaucoup d'humilité. La France a souffert de ne valoriser que sa culture, de la considérer volontiers comme très supérieure aux autres, comme universelle par essence. Je crois que nous avons appris depuis maintenant au moins un demi-siècle à regarder avec plus d'intelligence les autres, à valoriser les cultures étrangères et à ne plus dissocier culture et économie. Voilà l'un des leitmotifs, l'un des refrains de la mission laïque française, d'accompagner les entreprises françaises dans le monde, d'accompagner la nervosité, le dynamisme industriel et économique de la France dans le monde. Nous avons ensemble vocation à accompagner cette présence française dans le monde, partout dans le monde, avec les meilleurs outils de la modernité. Nous devons faire en sorte notamment que l'expatriation ne soit plus synonyme de célibat forcé.
Or, vous, Mission laïque française, en offrant l'éducation aux cadres féminins ou masculins expatriés, nous permettons aussi à ce que des familles se déplacent, à ce que des familles s'implantent. La diplomatie internationale commence là, par les liens quotidiens que votre institution tisse avec ceux de l'AEFE, et par une modernité pédagogique que nous allons encore travailler pendant 3 jours ici ensemble et que nous devons objectivement et impérativement porter au plus haut ensemble. La MLF, l'AEFE sont 2 institutions qui ont compris combien elles devaient être complémentaires dans le monde et qui travaillent dans ce sens et qui méritent l'accompagnement que l'Académie de Dijon, comme 3 autres académies, qui méritent cet accompagnement au quotidien, le meilleur possible et le meilleur possible de l'éducation nationale. Un de nos grands dirigeants du XXe siècle affirmait que l'autorité ne va pas sans prestige, ni le prestige sans éloignement. Vous avez, vous, Mission laïque française, des personnels engagés et éloignés. Nous avons réalisé à vos côtés, pour les 4 académies, nombre de missions utiles à la Mission laïque française. Je m'engage, comme les autres recteurs, à me rendre moi-même disponible si cela peut servir les intérêts de la France. Le monde nous invite. Le monde nous ouvre ses portes. L'industrie, l'économie y travaillent. Nos ministères vous accompagnent. Et c'est comme ça que l'intelligence française continuera à grandir partout dans le monde. Et c'est à cette condition-là également. Alors, il faut que nous revenions aux fondamentaux, mettre l'élève au cœur de notre travail. Victor Hugo, dans L'Art d'être grand-père, écrivait « Moi j'admire, ébloui, la grandeur des petits ». Il écrivait ailleurs « Enfant, vous êtes l'aube et mon âme est la plaine ». Pour paraphraser avec humilité Victor Hugo, la Mission laïque française, vous êtes l'aube de la France sur nombre de terres et territoires étrangers. L'éducation nationale est la plaine dans laquelle vous continuerez à développer vos racines. Très bon congrès. Merci, monsieur le recteur, de ces paroles très fortes qui iront au cœur de l'ensemble des collègues ici présents et au-delà, puisque tout est retransmis. Je vais maintenant, Madame la première adjointe, vous demander de prendre la parole, vous remercier de cet accueil de Dijon, ville fluide, magnifique, calme, moderne, dont tous les collègues apprécient la facilité. Ils verront peu la lumière. Ils auront le sourire, évidemment, des grands crus à la nuit, et ils ont d'abord le vôtre pour les accueillir et cette disponibilité dont nous vous sommes très reconnaissants. Merci pour ces mots chaleureux. Monsieur le Président, Monsieur le recteur de Dijon, Messieurs les recteurs, Madame la directrice, Mesdames, Messieurs, vous me permettrez tout d'abord d'excuser l'absence du maire de Dijon, Alain Milhaud, qui est retenu par des contraintes d'emploi du temps. Alain Milhaud m'a chargé de vous exprimer toute sa gratitude pour l'honneur que vous rendez aujourd'hui à la municipalité de Dijon, qui est fière de vous accueillir. Donc si vous êtes fier, Monsieur le Président, que Dijon vous accueille, sachez que nous sommes fiers que vous ayez choisi la ville de Dijon pour ce congrès. Et ma collègue adjointe à la réussite éducative aura l'occasion de vous le dire ce soir, puisque vous serez accueillis en salle des États et vous aurez à cette occasion l'honneur de pouvoir déguster quelques spécialités locales. Je voudrais souhaiter, au nom du maire de Dijon, la bienvenue à l'ensemble de vos congressistes, quelques 300 membres du personnel d'encadrant de votre réseau, mais aussi des participants en provenance des académies de Poitiers, Paris et Reims, et de vos 2 ministères référents, dont je salue les représentants. Je voudrais vous remercier à nouveau, Monsieur le Président, du choix de l'association d'organiser son congrès annuel à Dijon. Soyez assurés de l'attachement profond de la municipalité aux missions et aux valeurs que la mission laïque française porte partout à travers le monde depuis maintenant plus d'1 siècle.
Valeur fondamentale de la République, la laïcité est l'une des valeurs centrales portées par la municipalité de Dijon, qui a souhaité l'inscrire au cœur du projet éducatif de la ville. Elle nous permet de vivre ensemble autour de ce qui nous rassemble et non de ce qui nous divise. Et ce sont des associations comme la vôtre qui, alors que la mondialisation économique et financière montre ses limites, proposent un autre modèle de mondialisation, celui de la culture, du savoir et des idées. Ce sont des associations pionnières comme la vôtre qui ont, par leur engagement en faveur de la diffusion de la langue et de la culture française, forgé la spécificité de la présence française dans le monde, qui assurent le rayonnement et l'attractivité du modèle éducatif et pédagogique à la française et font vivre au jour le jour à la francophonie. Les valeurs que porte et transmet la mission laïque française, ce sont celles de la France. Ce sont les valeurs fondatrices de notre société, l'esprit critique, la volonté de connaître, la tolérance, l'échange, l'humanisme et bien sûr la laïcité qui est au fondement de votre association. Si je vais aujourd'hui à votre rencontre, c'est pour rappeler aussi notre attachement à des valeurs communes, à des valeurs qui vous lient et que vous voulez transmettre. Ces valeurs, ce sont celles qui irriguent la République, lui donnent chair et consistance. Ces valeurs, ce sont les nôtres, la République, telle que nous la voulons, telle que nous l'avons construite ensemble, suppose ce sentiment d'appartenance à une communauté de destin qui fait la force d'un peuple et son unité. Nous ne devons avoir de cesse de prôner les valeurs de la laïcité qui ont pour nom intégration, civisme, république, accueil et respect de l'autre, tolérance et non-violence. Nous croyons à ces valeurs qui permettent à l'école publique d'apprendre aux enfants l'art de vivre ensemble selon la belle formule de Jean Bobéro. Ce vivre ensemble qui permet aux citoyens de transcender leurs options spirituelles, au-delà de l'acquisition d'un socle commun des connaissances, de compétences et de savoir-faire, d'une culture commune qui est le fondement même de la formation tout au long de la vie. Une éducation réussie se doit de répondre à la question du sens, celle de savoir comment on accomplit sa vie. L'école est faite pour aider et former l'élève à devenir le citoyen d'une démocratie. L'école que nous voulons est l'école de la République, celle qui doit promouvoir une réelle égalité des chances. L'école a une responsabilité éminente à assumer en matière d'intégration et de cohésion sociale. Au-delà de sa mission première qui est de transmettre un savoir, d'apprendre à apprendre et d'apprendre à devenir un citoyen dans toute l'acceptation du terme, l'école se doit d'accueillir tous les enfants et tous les jeunes, sans discrimination. Il s'agit que chacun, quelle que soit son origine, sa couleur de peau, puisse accéder au meilleur de la République. Il s'agit de faire des esprits avertis, citoyens de leur pays, éclairés et responsables. Chaque année, votre association réunit en congrès l'ensemble de ses personnels d'encadrement sur un sujet d'intérêt prioritaire pour l'enseignement français. Vous mobilisez ainsi l'ensemble du réseau que constituent vos 121 établissements implantés dans 45 pays, ça a été dit dans les propos, scolarisant quelques 52 000 élèves dans le monde, dont plus de 2/3 de jeunes nationaux. Vous partagez un message d'humanisme et de paix par l'école, reconnue et appréciée des pouvoirs publics en France et à l'extérieur. Et je me félicite que le directeur général de votre association ait signé le 10 septembre dernier une convention de partenariat avec le recteur de l'Académie de Dijon, M. Denis Rolland. Et votre congrès permettra de poursuivre un travail de mobilisation autour de l'enjeu numérique à l'école, sur lequel l'Académie de Dijon est particulièrement investie, ça a été rappelé par M. le recteur. Parce qu'il est dans la vie, le numérique est dans l'école. Parce qu'il est partout dans le monde, l'enseignement français à l'étranger doit être un des révélateurs du savoir-faire français. Refonder l'école avec les numériques, c'est la construire avec un outil qu'il faut observer et apprendre à maîtriser comme une règle de vie individuelle et collective, comme une nouvelle chance possible au service de la réussite et de la responsabilité de tous les élèves. Plus d'un siècle après son affirmation, la laïcité reste porteur d'un idéal qui est plus que jamais d'actualité.
Il doit impliquer notre jeunesse, aujourd'hui à la recherche de repères et de valeurs partagées dans une société que nous voulons plus juste, plus ouverte, plus accueillante et plus tolérante. L'idéal laïque, et c'est là que réside sa richesse et sa générosité, permet de penser ensemble le singulier et l'universel. Idéal toujours en mouvement et toujours en recherche, dont la pertinence s'impose en réponse aux problèmes complexes de la société d'aujourd'hui, dans un monde traversé de crispations identitaires et religieuses et de nouvelles formes d'intégrisme. Il nous appartient, à nous laïcs, de nous montrer les dignes héritiers du siècle des Lumières, défendre la laïcité bien sûr, mais aussi l'expliquer, la proposer dans sa dimension universelle. Ainsi pourrons-nous faire vivre la laïcité dans la République et faire vivre la République par la laïcité. Mesdames, Messieurs, nous sommes une communauté de destin, unis par le désir et la volonté de vivre ensemble selon les principes de la République. Une identité enrichie de nos diversités, nourrie de nos solidarités, respectant les croyances et ceux qui n'en ont pas. Une identité évolutive, comme le prouve l'histoire de la France. Une identité républicaine et française, à l'image de cette belle devise inscrite, Monsieur le Recteur, au fronton de nos écoles. Je voudrais, en terminant ce propos, saluer, Monsieur le Président, le dynamisme de vos équipes qui, jour après jour, le portent avec conviction et professionnalisme. Et je veux rendre hommage ici à tous les personnels des établissements de la mission laïque française, enseignants, formateurs, chefs d'établissement, qui fondent le prestige et la qualité pédagogique de notre système d'enseignement français, unanimement reconnu à l'étranger. Au-delà du professionnalisme, je voudrais rendre hommage à la solidarité et au courage dont font preuve les membres de votre association qui assurent leur mission, quelles que soient leurs conditions de vie et de sécurité, parfois très difficiles, et vous l'avez souligné, Monsieur le Président, à la fin de vos propos. Ils sont en première ligne, sur le terrain, à mener avec force, conviction et humilité le grand combat pour l'éducation qui est aussi celui de l'émancipation et du développement. Ce combat, ils le mènent avec cet esprit de tolérance et d'ouverture qui, pour nous tous, doit être une exigence permanente. Et de cela, Monsieur le Président, je tenais, au nom du maire de Dijon, à vous en porter témoignage en vous remettant en son nom, symboliquement, le sceau des maires de la ville de Dijon. Je vous remercie et je vous souhaite à tous de bons congrès. Merci, Madame la Première Adjointe, de ce message de laïcité forte et en même temps de solidarité entre nos deux réseaux. Nous allons maintenant entendre une intervention de Madame la Directrice Générale de l'Enseignement Scolaire, Florence Robin, qui n'a pas pu venir ici à Dijon, mais qui tenait à être avec vous pour vous saluer et vous délivrer quelques messages sur l'actualité éducative qui vous intéresse, évidemment, à l'extérieur. J'en profite pour remercier la présence institutionnelle et amicale de la Direction générale de l'enseignement scolaire. Anna-Livia Susigny représente la directrice générale, et de la directrice générale des ressources humaines, au travers de Marie Vanoukdine, qui est ici au second rang et que vous avez déjà vu hier soir, et qui, l'une et l'autre, illustrent le pilotage pédagogique, organisationnel et en même temps le pilotage des ressources humaines dans ce réseau à l'extérieur. Nous en reparlerons tout à l'heure, c'est un sujet fort sensible. Je ne sais pas si la vidéo est prête. Elle est prête. Mesdames et messieurs, bonjour. Permettez-moi tout d'abord de saluer Monsieur le Recteur, mon ami Denis Roland qui accueille ce congrès, de saluer également le président et directeur général de la mission laïque française, auprès desquels je renouvelle mes excuses de ne pas pouvoir être présente physiquement parmi vous ce jour,
de saluer Monsieur le maire de Dijon et Madame la représentante de la Direction générale de la mondialisation, enfin de saluer toutes les personnes présentes et plus spécifiquement les chefs d'établissement et les personnels d'enseignement et d'éducation qui sont aujourd'hui dans cette salle et qui représentent l'enseignement français à l'étranger. Voilà, je n'ai pas pu malheureusement être présente avec vous, mais je tenais vraiment à participer à cette ouverture. D'abord, pour vous dire que nous sommes effectivement à un moment un peu crucial de l'évolution de notre ministère et à propos des grandes réformes qui vont marquer la rentrée 2015 et je souhaitais vous en dire quelques mots et indiquer combien l'enseignement français à l'étranger doit tenir toute sa place dans ce contexte particulier. Et de ce point de vue-là, je crois que nous avons des pistes de travail communes que nous pouvons tracer ensemble et qui finalement seront notre feuille de route pour les semaines et les mois qui viennent. Tout d'abord, je dois vous rappeler combien cette semaine est une semaine importante concernant, par exemple, le grand chantier que nous avons lancé depuis le mois de janvier et qui concerne la mobilisation pour les valeurs de la République. Vous le savez, nous avons lancé un certain nombre de mesures phares. Je voudrais citer rapidement tout le travail de formation et d'accompagnement des équipes autour du renforcement de la transmission des valeurs républicaines, le développement de la citoyenneté, le développement de la culture de l'engagement dans l'école. Ce sont évidemment des objectifs qui sont également à l'honneur dans nos établissements français à l'étranger et qui constituent d'ailleurs très souvent peut-être une réalité un petit peu particulière, souvent liée aux relations historiques anciennes, aux solidarités avec d'autres cultures, notamment, et nous le savons bien, sur des territoires qui sont à l'heure actuelle en assez grande souffrance. Alors j'ai parlé du plan de mobilisation pour les valeurs de la République. Je voudrais également vous parler de la réforme du collège. C'est une réforme qui occupe à l'heure actuelle tous les esprits, vous l'avez sans doute noté. C'est une réforme extrêmement importante pour notre ministère. Les leviers de cette réforme, vous les connaissez. Je ne vais peut-être pas les rappeler entièrement, mais je voudrais quand même en citer quelques-uns dans lesquels, je pense, l'enseignement français à l'étranger se retrouvera sans difficulté. En ce qui concerne, par exemple, la question des continuités entre l'école et les collèges et notre volonté de faire vivre la nouvelle politique de cycle, et je pense évidemment spécifiquement au cycle 3 qui allie la fin de l'école élémentaire et la première année de collège. Les élèves des établissements homologués sont déjà très souvent accueillis dans une très forte continuité entre élèves, entre l'école et les collèges. D'autres points ne vous sont pas étrangers également. Je pense à notre volonté de développer de façon forte l'interdisciplinarité, le travail en langue vivante, dont je redis qu'il s'agit d'un axe important de la réforme. La réforme, c'est faire en sorte que tous les élèves entreprennent la première langue vivante dès la première année de l'école élémentaire au cours préparatoire et que tous les élèves puissent bénéficier de la deuxième langue vivante à partir de la classe de 5e avec un horaire qui est considérablement renforcé par rapport à ce qui se faisait avant puisque nous augmentons d'environ 25% le temps d'exposition à la langue vivante 2. Et quand je parle de cela, je parle des cours évidemment de langue vivante, mais je parle aussi de tout ce qui pourra être prolongé dans les enseignements pratiques interdisciplinaires. Évidemment, les enseignants que vous représentez travaillent déjà depuis longtemps dans ces perspectives-là. Notre volonté, elle est bien de faire en sorte que cette réforme nous amène à construire un collège qui soit à l'écoute de tous les élèves à l'horizon de la rentrée 2016. Il s'agit de faire évoluer les pratiques des enseignants, mais également les programmes, mais également l'organisation pédagogique. Il était très important que nous puissions mener ces évolutions en même temps. Je suis absolument persuadée qu'une des causes des relatifs échecs des réformes précédentes sur certains points
tient au fait que nous ne pouvions pas travailler sur tous les éléments de façon cohérente en même temps. Cette réforme est une réforme pédagogique de grande ampleur qui s'appuie sur une réforme structurelle, mais pas seulement, qui s'appuie sur le nouveau socle commun, qui s'appuie sur de nouveaux programmes pour lesquels la consultation vient d'être lancée et dans lequel évidemment les enseignants du réseau français à l'étranger pourront s'exprimer, et qui s'appuie sur de nouvelles organisations pédagogiques. Dans ce contexte d'évolution, je le redis, l'enseignement français à l'étranger a toute sa place. Pourquoi ? D'abord parce que, et en particulier c'est pour moi l'occasion de saluer évidemment le rôle de la mission laïque française qui est un partenaire historique pour son engagement au service des valeurs de notre République, voilà, de rappeler que les échanges sont extrêmement réguliers et constructifs entre notre ministère et la mission laïque française. Nous avons participé ensemble aux réunions géographiques préparatoires, par exemple, de la commission interministérielle d'homologation qui s'est tenue le 7 mai dernier. Et c'est pour moi l'occasion de souligner, si besoin était, l'engagement des personnels qui enseignent et qui pilotent des établissements dans des contextes, nous le savons, qui sont parfois difficiles. Et vous portez haut les valeurs de notre système éducatif. Donc il est évident que l'enseignement français à l'étranger a un rôle tout à fait important à jouer dans ce contexte. L'enseignement français à l'étranger a souvent été vecteur d'innovation de ce point de vue et je suis sûre qu'il saura encore jouer ce rôle dans les évolutions qui vont marquer les années qui viennent. Je voudrais aussi rappeler les grandes orientations récentes de la concertation interministérielle qui s'est tenue sur l'enseignement français à l'étranger. Notre volonté commune est bien d'assurer un développement qui soit tout à la fois volontaire mais raisonné du réseau homologué en l'accompagnant également du développement d'offres complémentaires qui sont à même, je pense, de compléter l'image de l'enseignement français ou de l'enseignement à la française dans les pays étrangers. Alors, nous avons parlé d'homologation et d'homologation de nouveaux établissements, mais je voudrais évidemment redire combien le suivi des établissements qui sont déjà homologués est une priorité, car elle est une garantie de l'excellence de ce réseau. Et pour ce faire, et pour développer cette excellence qui est reconnue par tous, je voudrais évoquer avec vous rapidement les pistes de mobilisation communes, comme j'ai déjà eu l'occasion d'ailleurs de le faire le 7 mai dans la commission interministérielle d'homologation. Alors quelles sont ces pistes ? Disons-le, le système français est un système dont la qualité est reconnue dans le monde entier. Et c'est cette qualité qui fait l'identité de notre réseau. Ce qui ne veut pas dire, évidemment, que notre école ne doit pas s'ouvrir sur le monde et sur ses pratiques et ne doit pas évoluer. Donc, il s'agit bien de maintenir cette exigence de qualité, cette ambition, tout en étant le plus à même de, finalement, de valoriser effectivement toutes les pratiques innovantes qui font, je crois, aussi le fleuron de notre enseignement français. Alors, je voudrais par exemple rappeler le développement des partenariats scolaires dans lequel le numérique a une place très importante à jouer. Cette question du numérique peut véritablement être une piste de travail extrêmement importante que les établissements français à l'étranger peuvent porter de manière extrêmement forte. Je voudrais également rappeler tout le travail qui est fait autour des parcours binationaux ou internationaux qui permettent à nos élèves de traverser aussi les frontières vers d'autres pays et qui nous permettent, je crois, de mieux comprendre et de mieux appréhender d'autres façons d'enseigner depuis ce que nous savons de notre système éducatif. L'enseignement français à l'étranger est un terrain très favorable, je le redis, à ces sections internationales ou binationales, et d'ailleurs nous y constatons une très très forte progression ces dernières années. C'est l'occasion d'ailleurs pour moi de saluer véritablement le travail de la MLF pour se saisir de tous ces dispositifs
et les faire vivre à un vrai niveau d'excellence. Alors je parlais d'innovation, je parlais d'ouverture au monde. Je crois que intégrer de nouvelles pratiques qui sont venues quelquefois d'ailleurs de nos partenaires étrangers, s'adapter, je le redis, ne signifie absolument pas pour autant omettre nos fondements. Et je souhaite véritablement que nous puissions ouvrir de ce point de vue une réflexion sur l'évaluation et l'auto-évaluation des établissements homologués à l'étranger. Parce qu'il est important que nous puissions faire le point ensemble sur les forces et les faiblesses, sur les pistes d'amélioration collective, lesquelles d'ailleurs, je le redis, peuvent servir à l'ensemble du système éducatif français. Pour ce faire, je crois que nous avons besoin de penser ensemble des outils spécifiques, de dessiner une carte des différentes interventions qui ont lieu dans ce réseau et de mutualiser les ressources. Et en particulier, je pense à la formation, mais sous toutes ses formes, puisque nous savons combien la formation est un pilier absolument essentiel du progrès pédagogique et éducatif. Et pour terminer, si vous me le permettez, je retiendrai un mot qui pour moi résume l'ensemble de ce que je souhaite véritablement faire vivre en ce qui concerne nos relations avec le réseau d'enseignement français à l'étranger. C'est le dialogue. Je crois que nous avons besoin de ces allers-retours entre nos établissements et les pays qui nous accueillent, entre les enseignants et les chefs d'établissement d'ici et d'ailleurs, que globalement tous ces échanges sont absolument nécessaires entre les acteurs de l'enseignement français à l'étranger. Et votre congrès que vous menez aujourd'hui en est d'ailleurs une parfaite illustration. Ces échanges, ce dialogue apparaissent comme une vraie nécessité pour faire vivre et évoluer ce réseau en cohérence avec ses principes fondateurs, mais également en cohérence avec finalement les grandes lignes d'action qui traversent à l'heure actuelle les évolutions de notre système éducatif. Donc ce mot de dialogue, vous allez pouvoir le mettre très concrètement en œuvre, justement, dans les nombreuses tables rondes et ateliers qui vont finalement ponctuer l'ensemble de ces 3 jours de travail. Croyez bien que je me tiendrai informé de vos conclusions. Je pense en particulier à vos travaux sur la place spécifique du numérique dans le réseau de l'enseignement français à l'étranger, sur le traitement de la mobilisation des valeurs de la République dont je parlais tout à l'heure. Voilà des sujets qui sont des sujets extrêmement importants et je serai très attentive aux remarques que vous voudrez bien nous faire à ce sujet. En attendant, je vous souhaite à tous et à toutes d'excellents travaux et je vous remercie. Voilà, chère Anna-Livia, vous remercierez la directrice générale pour nous, mais nous le ferons bien entendu. Nous allons maintenant passer à la première table ronde. Donc, je vais demander aux participants à cette table ronde de bien vouloir prendre place. Daniel Assouline, le recteur Philippe-Pierre Cabourdin, ainsi que Denis Rolland, le recteur de Reims, Jean-Marie Panazol, le directeur de l'ESN, François Perret, doyen honoraire d'inspection générale, et Jean-Marc Mériot, directeur du réseau Canopé. Je profite simplement, en rebondissant sur... je vais me mettre au milieu. Voilà, monsieur le recteur. En rebondissant sur les paroles de la directrice générale, de saluer qu'en effet ce congrès est aussi un tremplin pour mettre en valeur des partenariats inter-établissements. L'Académie de Dijon en est un très bon exemple, puisque nous aurons 2. Nous allons être reçus au lycée Charles de Gaulle. Un autre partenariat se met en place avec un collège, le collège Rameau. Je salue les chefs d'établissement qui sont présents avec nous pendant cette réunion de travail. Et je crois que ce sont des partenariats un peu d'un nouveau type, globaux, qui visent à réfléchir ensemble sur une politique éducative au niveau local. On vous en parlera demain soir. Qu'est-ce qui se passe ? Il n'y a plus personne. Bon. Ah d'accord. Donc il y a un moment de... Il va falloir que j'improvise, pas très commode.
mais il y a quelque chose d'un peu théâtral dans tout cela. Voilà. Nous avons voulu pour cette table ronde, j'en fais rapidement le tour de table, faire, et je le dis parce qu'ils m'entendent de l'autre côté, une table ronde déclic pour démarrer ce congrès. Nous avons à la mission laïque une démarche de responsabilité mutuelle entre les établissements, notamment en pleine responsabilité, ça vaut aussi pour les écoles d'entreprise, et le siège, qui fait que chaque année, nous nous réunissons à raison d'environ une demi-journée par établissement pour faire le point sur les objectifs atteints, les perspectives et avoir une analyse globale avec l'ensemble de l'équipe de direction sur les perspectives qui s'offrent à l'établissement. Nous